Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue, merci de vous être déplacés aussi nombreux pour la conférence de ce soir. Donc, je suis très heureuse d'accueillir avec nous Marie-Hélène Didier, qui est conservatrice des monuments historiques à la DRAC Île-de-France, pour poursuivre avec nous notre cycle sur les conférences dédiées aux expositions que nous organisons à la Cité du Vitrail. Alors, l'exposition qui nous concerne a ouvert ses portes en juin dernier, qui s'intitule Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, et qui porte justement sur une querelle qui éclata dans les années 30 autour de l'insertion de vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris. Et finalement, cette querelle, c'est un petit peu une double aventure. La première aventure est celle des 12 maîtres verriers qui, en 1935, ont ce projet un petit peu fou de contacter la commission des monuments historiques en leur proposant d'insérer dans la nef de Notre-Dame de Paris leurs vitraux. Alors au départ, leurs vitraux n'étaient pas prévus à l'origine pour Notre-Dame de Paris. Il était pour le pavillon pontifical de l'exposition internationale de 1937. Mais à la fin de cette exposition, les maîtres verriers proposent d'accrocher ces œuvres dans la nef de Notre-Dame de Paris. Donc cette aventure commence ainsi. La commission se porte intéressée par le projet. Différents accrochages à titre d'essai vont être opérés dans les années qui suivent. Ils vont être finalement bien accrochés dans le pavillon pour lequel ils étaient prévus à l'origine, en 1937-1938, avant d'être décrochés et réaccrochés à nouveau à titre d'essai dans la nef de Notre-Dame. C'est à ce moment-là qu'éclate ce qu'on intitule et qui a pris le nom de l'exposition la fameuse querelle des vitraux, avec des partisans et des opposants au projet, largement relayés par les médias et par la presse et la radio. Voilà. Et pour autant, la commission va acter en 1939 le projet, et ce sont les événements historiques qui viendront finalement donner raison aux opposants, puisque les vitraux vont être décrochés en sauvegarde face à la guerre qui menace toujours un peu plus en 1939, et vont être conservés dans des caisses. Certaines œuvres vont être récupérées par les artistes, d'autres non, et vont être finalement un petit peu oubliées pendant quelques années. Et c'est là finalement que la deuxième aventure commence, puisque notamment sous la gouverne de la DRAC Île-de-France, la restauration de ces vitraux va permettre pour un certain nombre d'entre eux de revoir la lumière du jour. Et donc c'est cette belle aventure, cette seconde belle aventure que je vous propose de voir avec notre intervenante d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole, Marie-Hélène Didier. Oui, donc comme Julia vient de vous l'indiquer, donc ces vitraux étaient en caisse dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. 7 artistes avaient récupéré leurs vitraux au moment de la dépose de 1939. 5 ne les avaient pas récupérés. Et donc les vitraux étaient quasiment depuis 80 ans en caisse sans qu'il ne se soit rien passé. Donc l'aventure commence en 2015, en fin de compte, avec le vitrail de Louis Mastier, demandé par Vendée Vitrail, donc le centre du vitrail installé à Mortagne-sur-Perche, lieu de naissance de Louis Mastier. Et c'est par cette baie que nous allons mettre en place, je dirais, toute la problématique de la restauration, car ces vitraux étaient toujours des maquettes, puisqu'elles devaient être complétées au fur et à mesure, transformées par les artistes avec les demandes de la commission des monuments historiques, qui donc les avait vus tous mis en place dans la cathédrale et qui m'en demandaient un certain nombre de modifications, puisque les vitraux n'allaient pas forcément les uns avec les autres. Donc la commission dit bien que certains vitraux, certaines têtes sont trop grosses, d'autres sont trop petites, la répartition des couleurs ne va pas, et même pour certains, il fallait quasiment les recommencer en entier. Donc lorsqu'ils sont déposés en 1939, ces vitraux ne sont pas cuits. Et de là va découler toute une réflexion pour savoir ce que l'on fait, car vitraux non cuits veut dire donc grisaille non cuite, veut dire
grisaille extrêmement fragile. Donc, qu'avons-nous fait pour Louis Mastier? Donc, j'ai été contactée donc par le Vendée Vitrail, qui n'existait pas à ce moment-là, qui était encore qu'une préfiguration, pour savoir si j'avais bien toujours, donc ça c'était en 2015, si j'avais bien le vitrail de Mastier dans les tribunes. Donc, on est allé chercher dans les tribunes. Donc là, je vous montre dans les arrière-tribunes sud de la nef de la cathédrale Notre-Dame comment étaient entreposées toutes ces caisses de vitraux. Il y en avait aux alentours d'une trentaine, à touche-touche, dans un espace plutôt étroit. On tient debout, hein, rassurez-vous, mais pas partout, parce que vous voyez quand même qu'il y a des arcs. Vous voyez que c'est quand même extrêmement poussiéreux parce que personne n'allait jamais voir. Et heureusement pour nous, les caisses étaient marquées d'étiquettes, donc qui avaient été faites au moment de la dépose. Heureusement qu'on les avait encore. Et donc, nous savions qu'il y avait 2 caisses, donc nous avons cherché ces 2 caisses. Nous avons trouvé la première relativement facilement. Il fallait quand même avoir un peu de main-d'œuvre pour déplacer les caisses, et nous avons mis beaucoup de temps à trouver la seconde. C'est la dernière que l'on a trouvée. On a eu un petit peu peur, mais elle était mise dans un coin que l'on n'avait pas encore exploré. Et donc, on a sorti les 2 caisses, sur les tribunes de la nef pour voir comment c'était à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre, on a la conservation telle qu'elle était faite au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans de la paille, donc des caisses en bois et les vitraux entreposés donc dans de la paille, les panneaux les uns sur les autres. Donc on a étalé à ce moment-là une bâche sur les tribunes, et on a sorti quelques panneaux, pas trop parce qu'on s'est quand même on a vite vu qu'ils étaient quand même assez fragiles, mais on avait besoin quand même de savoir dans quel état étaient les panneaux et si l'on pouvait en faire quelque chose. Donc, vous voyez les panneaux pris les uns derrière les autres sur la tribune. Et à ce moment-là, donc, on a fait une convention avec Vendée Vitrail pour leur mettre en dépôt le vitrail de Louis Mastier, puisque à Notre-Dame, on ne pouvait pas en faire grand-chose, puisque nous n'avons pas de vitraux manquants dans la cathédrale. Et donc, il a été acté que c'est l'atelier Vitrail France, donc, qui se trouve à Neuville-sur-Sarthe, juste à côté du Mans, qui allait être en charge à la fois donc de la sortie des vitraux de la cathédrale et de leur restauration. Donc là, vous voyez le camion de Vitrail France, donc avec des planches serrées pour mettre les vitraux dans leur camion sans qu'ils ne souffrent pendant le voyage, avec un repérage sur des étiquettes pour essayer de les étudier ensuite et donc de voir ce que l'on pouvait en faire. Donc les panneaux, en fin de compte, ont été descendus un par un depuis les tribunes de la cathédrale. Donc vous imaginez le nombre, on n'avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de treuil. Donc le nombre d'allers-retours qu'ont dû faire les gens de Vitrail France pour les descendre. Ils s'en souviennent encore. Qu'avions-nous comme documentation aussi pour la restauration, puisque ces vitraux, personne ne les avait vus depuis 1939. Donc pour Mastier, heureusement, nous avions plusieurs choses. Nous avions la photo de l'époque, en 1935, donc photo en noir et blanc, qui permettait au moins de remettre les panneaux dans l'ordre, ce qui était quand même déjà pas mal. Et nous avions pour celui-là, chose que nous n'avons pas forcément pour tous les vitraux de cette même série,
nous avions la maquette de l'artiste qui permettait aussi d'avoir une idée des panneaux manquants, puisque nous avions des panneaux manquants dans la caisse. Et ensuite, donc, comme toute restauration de vitraux, les panneaux ont été numérotés selon une nomenclature tout à fait établie dans la restauration du vitrail. Et cela a permis, donc chaque panneau a été numéroté ensuite pour être repéré et déplacé facilement. Donc voilà dans l'état dans lequel étaient les panneaux. Oui, j'ai oublié de vous dire que pour Mastier, nous avions aussi une chance, c'est d'avoir un spécialiste de Mastier, qui est Yves-Jean Rioux, qui a été conservateur à l'inventaire, donc en Pays de Loire, et qui a écrit un certain nombre de livres sur Mastier. Et donc, c'est pour ça qu'on avait toute la documentation pour la restauration. Donc, les vitraux ont eu un examen rapproché, là aussi une problématique jusque-là tout à fait classique. Donc, on examine chaque panneau. On voit par contre qu'ils sont montés en plomb provisoire et non contre-soudés. Donc, nous avions un certain nombre de panneaux déformés dans les caisses, dans la paille. En fin de compte, les panneaux étaient bombés, mais pouvaient se remettre relativement facilement à plat avec grand soin, mais donc des panneaux extrêmement souples, avec des plombs de 2 tailles différentes, de 5 et de 7 mm. Donc je vous ai mis les 2 mesures de ces plombs. Et vous voyez aussi qu'il y avait quelques casses de verre, puisque les panneaux étant très souples dans les caisses étant verticales, certains se sont aussi un petit peu affaissés sur leur poids dans les caisses. Donc voilà quelques panneaux, je vous ai mis les plus horribles là. Donc vous voyez déformation des plombs, pièces manquantes que l'on n'a pas forcément retrouvées dans la caisse, avec donc là une première problématique. Il allait falloir déjà compléter les manques de ces vitraux, puisque le vitrail était destiné à être présenté. Et présenter un vitrail avec des manques, c'est toujours un peu compliqué dans la perception de la lumière, puisque c'est en lumière, de toute façon, artificielle derrière, et donc ça nous fait des trous blancs. On aurait pu imaginer mettre un vert coloré, mais là, cela nuisait totalement à la composition. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on a la photo noir et blanc et on a la maquette en couleur. Et donc, voici la documentation établie par Vitrail France, documentation qui est aussi tout à fait classique pour chaque restauration de vitraux, hein, quel qu'il soit, quelle que soit leur époque. Donc, les vitraux sont photographiés en plusieurs types de lumière. En lumière réfléchie pour la première image, en lumière transmise, donc telle qu'on peut les voir à travers la lumière, telle que normalement on les voit naturellement sur la deuxième. Et la troisième photo, en fin de compte, montre les panneaux qu'il nous manquait alors. Vous remarquerez qu'il y a 3 petits écoinçons aussi qui sont marqués manquants, mais on s'est aperçu très vite que ces écoinçons, en fin de compte, n'existaient pas, n'avaient jamais été faits sur aucun des panneaux, parce que ce sont des petites pièces quand même extrêmement compliquées à installer et à enlever dans une baie.
J'ai oublié de vous donner les dimensions de ces baies, même si vous les avez à la Cité du Vitrail. Chaque lancette mesure un peu plus de 6 mètres de haut. L'oculus mesure 3 mètres de haut. Voilà, donc on a des vitraux à Notre-Dame qui font plus de 9 mètres de haut. Ce sont des vitraux donc, qui prennent énormément de place. Donc la restauration a commencé avec tout d'abord le dessertissage de tous les panneaux, parce que vous avez vu que les plombs étaient pour cela en très mauvais état, quasiment sur toute la verrière. Et là, je vous montre dans un des visages, on avait un manque voilà, qu'il a été nécessaire de combler après. Ensuite, pour chaque panneau, un frottis est réalisé. En fin de compte, pour réaliser à l'échelle 1 sur une feuille de papier la totalité de la représentation du vitrail. Donc, vous voyez au fur et à mesure par terre, le vitrail je dirais, se roule. Parce que, je vous rappelle, il y a 6 mètres de papier à dérouler comme cela pour avoir tous les panneaux les uns derrière les autres et avoir ensuite une vision globale de toutes les altérations, de tout ce que l'on va faire sur le panneau sur les différents panneaux de vitraux. Et vous voyez que ces frottis servent aussi, lorsque l'on déplace un panneau, à le mettre sur le frottis pour éviter de mélanger toutes les pièces. En particulier, lorsque les vitraux sont dessertis, les pièces pourraient se promener. Donc, à chaque fois, le frottis est mis sur une planche et vous avez les éléments qui composent chaque panneau sont mis sur le frottis. Et on déplace toujours ces panneaux uniquement à l'horizontale tant qu'ils ne sont pas remis en plomb. Donc jusque-là, rien de nouveau, je dirais, dans la restauration des vitraux. Donc les voilà complètement dessertis. Il fallait les nettoyer et c'est là où cela commence à devenir compliqué parce que je vous ai dit, la grisaille, en fin de compte, ne tenait pas du tout. Puisqu'elle n'avait jamais été cuite. Donc la question qui s'est posée, même au niveau déontologie, c'est comment fait-on pour nettoyer des panneaux alors que la grisaille ne tient pas? Soit on fait un refixage très léger, mais dans ces cas-là, le nettoyage des panneaux est également très léger. Donc il fallait trouver un moyen de fixer cette grisaille, et le seul moyen que l'on a trouvé, c'est de cuire les vitraux. En fin de compte, on a fait ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire de les cuire. En restauration, normalement, on ne cuit pas des vitraux. On les laisse, je dirais, dans l'état où on les a récupérés. Mais là, donc on les a dans un certain état, mais le problème, c'est que si on veut les stabiliser, si on veut pouvoir les présenter au public, et même si on veut pouvoir les manipuler, il faut que la grisaille tienne. Et en fin de compte, on fait la dernière étape qui n'avait jamais été faite par les maîtres verriers, puisque de toute façon, ces vitraux n'étaient plus appelés à être modifiés. Donc, on a décidé de les cristalliser, entre guillemets, dans leur dernier état connu pour éviter de continuer à perdre de la grisaille. Parce qu'au fur et à mesure qu'on perd de la grisaille, on perd une grande partie du motif. Et vous verrez, sur certains vitraux, on a des grisailles qui ont totalement disparu, parce que la qualité, en plus, des vitraux entre les créateurs n'est pas la même. Le vitrail de Mastier était d'assez bonne qualité, mais nous en avons d'autres qui sont de beaucoup moins bonne qualité et pour lesquels on a perdu beaucoup du dessin. Donc, les vitraux ont été entièrement dessertis. Comme je vous ai dit, pour celui-là, les plombs étaient en plus en très mauvais état. Et pour fixer la grisaille, pour aller la faire cuire,
pour pouvoir quand même déplacer les vitraux. Il y a eu une pulvérisation légère de gomme arabique. La gomme arabique, de toute façon, appartient à la composition de la grisaille. Et donc, dans les premiers essais qui ont été faits, parce qu'on a quand même vérifié que cela fonctionnait, on n'a pas mis tous les panneaux à cuire d'un coup, on a quand même vérifié sur quelques pièces que le procédé fonctionnait. Et en fin de compte, quand on a mis les pièces au four avec la gomme arabique, cela a à la fois permis de fixer la grisaille et d'enlever la crasse. La crasse, toutes les poussières ont cuit au four et ont disparu. Donc on faisait en plus une double opération extrêmement satisfaisante. Donc voilà encore quelques détails de ce vitrail de Mastier, puisque voilà, personne ne les avait jamais vus déployés. On avait toujours que la photo noir et blanc et la maquette. Et là, c'est la première fois qu'on le voyait en entier. Donc, grande émotion du spécialiste de Mastier. Voilà, mais voilà, c'était vraiment la première fois où on avait l'impression exacte de toutes les couleurs. Et vous voyez que chaque panneau voilà, est numéroté. Donc là, je vous ai mis une photo avec la petite étiquette du panneau pour savoir, par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, où va ce panneau. Donc, tout à l'heure, et là je vous ai remis la photo, je vous ai montré la lacune de la tête. Donc, comme je vous l'ai dit, on a comblé toutes les lacunes en fonction de la photo pour retrouver le dessin et de la maquette. Et là, vous l'avez état fini. Et je pense que si on ne le sait pas, on ne voit strictement rien. Voilà, la retouche a été parfaitement intégrée. On a des dossiers de restauration pour connaître les interventions. Là aussi, on a dérogé au principe de restauration du vitrail. J'ai l'habitude de déroger sur un certain nombre de chantiers. Parce que normalement, lorsqu'on met une pièce neuve par rapport à une pièce ancienne, on la cerne. On lui met un Tiffany, donc une petite pièce en cuivre, pour montrer qu'elle est indépendante de l'autre. Mais vous imaginez s'il y avait eu un contour au niveau, juste en dessous du nez, au niveau de la bouche, dans la perception globale du vitrail. Et moi, je fais toujours la remarque, ce principe a été fait parce que l'on voulait connaître où étaient les restaurations. Et donc, moi, je fais toujours la comparaison avec, en particulier, les tableaux. Est-ce que lorsque l'on comble une lacune, en plus avec des retouches que l'on appelle illusionnistes, est-ce que l'on met un trait noir autour pour montrer où on a fait la retouche? Non. Et là, on est exactement dans le même cas. Donc, on a dit, on colle. Et c'est le dossier de restauration qui permettra, comme pour les tableaux, comme pour les sculptures, hein, on fait exactement la même chose dans tous les autres arts, sauf dans le vitrail. Donc voilà, il y a une petite contradiction, et donc on a restauré, on l'a complété. La pièce de verre est donc collée aux dimensions du manque, hein, elle a été faite exactement aux dimensions, elle est collée et on ne voit strictement rien. On devine quand même parce qu'une pièce collée, c'est jamais quand même la même lumière. On devine là un petit bout du collage. Et pour les pièces manquantes, je vous ai mis là aussi, il y a eu une présentation par Vitrail France, chose que l'on fait exactement aussi dans tous les autres ateliers lorsque l'on a des pièces manquantes, c'est de trouver le bon verre à la bonne couleur. Et donc, dans les réunions de chantier, puisqu'on a eu plusieurs réunions successives sur la restauration de cette baie, Vitrail France a montré donc
son échantillonnage de couleurs pour expliquer quel verre il pensait prendre pour compléter telle pièce et voilà, et savoir si j'étais d'accord. Donc les pièces, là ce sont les pièces neuves hein, qui sont cuites, mais c'est la même chose pour le vitrail qui a donc été entièrement cuit. Donc c'est pour vous montrer le four dans l'atelier de Vitrail France. Ensuite, la nouvelle mise en plomb, hein, puisqu'il a été remis en plomb totalement, les plombs n'étaient absolument pas récupérables. Et ensuite, il y a le masticage des vitraux pour que cela tienne quand même un petit peu. Donc, huile de lin, blanc de meudon cicatif. Donc, vous avez le mélange qui est fait là. Et voici la verrière, donc présentée en atelier entièrement restauré. Et à ce moment-là, s'est posé la question des manques. Et donc, ces manques ont été refaits en fonction, là aussi, à la fois de la photo noir et blanc pour être sûr d'avoir le découpage des plombs. Et on s'est référé ensuite à la maquette couleur pour voir la répartition des couleurs, car il n'y a pas de systématisme dans les bordures. Et donc, il fallait arriver à retrouver une harmonie de couleurs qui se fondent dans le reste du vitrail. Il s'avère que depuis, nous avons retrouvé les bordures. J'avoue que je n'ai toujours pas eu le temps de regarder si elles correspondaient bien. Je pense que je le ferai quand Notre-Dame aura enfin ouvert. Et en fin de compte, on les a retrouvées dans une autre caisse. Ce sont les seuls qui ont été mélangés. C'est comme ça, on les a retrouvés quand on a ouvert toutes les autres caisses. Mais on ne les remet pas en place parce que ça devient trop compliqué. Donc on les a transférés en Vendée pour que le vitrail soit complet chez eux et ça peut leur servir de support pédagogique puisque ces éléments n'ont pas été restaurés. Donc voilà le vitrail restauré, mis en plomb. Donc de très beaux éléments. Je vous en ai mis quelques photos parce que le vitrail, vous ne l'avez pas ici. Il faut aller en Vendée, donc il faut aller à l'ouest. Mais ça vaut la peine. Hein. C'est très intéressant. Alors, je vous les montrerai après. Je vous montrerai en place. Donc, encore un détail, parce qu'avec un traitement de visage tout à fait particulier en grille, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'aurait pas poursuivi après. Hein. On n'en sait rien du tout. Le problème pour ces vitraux comme ceux qui vous sont présentés à la Cité du Vitrail, c'est qu'on n'a pas le cheminement de réflexion des artistes. Voilà, on a un état, on peut avoir des maquettes, des photos, on a les réflexions de la commission, mais on n'a pas le cheminement intellectuel. Donc, on ne sait pas pourquoi ils arrivent à telle chose, s'ils voulaient les modifier après ou pas. Parce qu'en général, quand on retrouve des documents, ou les documents qui ont été gardés sont souvent les documents figurés, qui sont, je dirais, beaucoup plus plaisants à conserver que les archives écrites, si elles existent, à côté. Donc, on a encore quelques descendants sur lesquels on leur dit « mais fouillez bien pour être sûr que vous n'avez pas autre chose à côté ». Et donc, sur cette image, vous avez le vitrail avec les éléments qui ont été reconstitués. À la fin de chaque restauration, comme toujours pour toute restauration, nous avons ce que l'on appelle un DOE, un dossier des ouvrages exécutés, qui est le rapport de restauration du vitrail avec tout ce qui a été fait du début à la fin et également avec les fiches techniques des produits. Ce dossier est fait surtout pour nos successeurs, pour si on a un problème sur vitrail, puis dans je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être qu'il faudra refaire quelque chose pour qu'ils sachent exactement les produits que l'on a employés et que l'on sache aussi si à tel endroit on a une mauvaise évolution d'un produit, lequel c'était. Voilà, parce que
Ça, c'est le genre de choses que l'on fait quand même depuis 30, 40 ans de manière un peu plus précise, parce que lorsque l'on revient sur des restaurations précédentes, de temps en temps, on a quelques soucis parce qu'on ne sait pas ce qu'ont employé les restaurateurs. Donc, je vous ai mis l'église de Mortagne-sur-Sèvre, donc petite église dans un petit village de Vendée, mais bon, lieu de naissance de Mastier. Et donc, le vitrail dans l'église de Mortagne-sur-Sèvre, donc présenté dans sa globalité. Coup de chance, ça rentrait juste, parce qu'on atteint la clé de voûte de l'église en plein milieu. Et ils ont fait je dirais pas un son et lumière, mais on a tout un discours avec le vitrail où il y a certaines parties qui s'allument les unes derrière les autres pour arriver à l'éclairage global à la fin, pour expliquer au public qui vient ce qu'est ce vitrail, les différents éléments. Il faut savoir que le Vendée Vitrail donc, est ouvert de Pâques à la Toussaint, si je ne me trompe pas. L'église n'est pas désaffectée. De la Toussaint à Pâques, il y a toujours les messes. Entre Pâques et la Toussaint, ils font les offices ailleurs. Et au départ, l'éclairage du vitrail n'avait pas été laissé entre donc la Toussaint et Pâques. Et une année, ils l'ont oublié, ils l'ont laissé. Et depuis, il est laissé pour les offices parce que les gens ont trouvé que c'était très bien. Donc, nous allons passer aux autres vitraux. Donc là, on avait déjà eu quelque chose qui nous avait beaucoup alléché. Et donc, moi, j'avais le projet, avant que Notre-Dame brûle, de continuer, parce que j'en avais un. Et je m'étais dit, pour 2019, c'est toujours le temps d'avoir les crédits nécessaires, je m'étais dit, nous allons sortir uniquement donc les 4 vitraux qu'il me restait pour voir à quoi ils ressemblaient. Donc, il me restait 31 caisses. Et donc, je comptais évacuer 8 caisses. Mais le destin en a décidé autrement, a permis d'accélérer un petit peu les choses. Donc, en 2019, donc bien entendu, tout s'est arrêté. On avait d'autres choses à faire qu'évacuer les vitraux dans l'immédiat. Mais en 2020, donc l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris m'a dit il va falloir qu'on vide les tribunes. En fin de compte, le premier sujet facile à vider, c'était les caisses de vitraux, puisqu'elles étaient dans un espace toujours très circonscrit dans les arrière-tribunes, alors que j'avais des objets qui prenaient beaucoup plus de place ailleurs et beaucoup plus compliqués à évacuer. Et donc, l'établissement public, en 2020, a lancé un appel d'offres pour évacuer ces vitraux, donc remportés par la manufacture Vincent Petit, donc à Troyes. Et alors là, ce n'était pas seulement 8 caisses qu'il fallait évacuer, c'était les 31, puisqu'il fallait vraiment tout enlever. Et donc, ce que je suis arrivée à négocier, c'est qu'on fasse une étude au moment de cette évacuation, donc une fois que les vitraux étaient dans l'atelier, sur les vitraux des années 30, en se disant, ça pourrait servir après, et que l'on voit dans les autres caisses que j'ai un inventaire rapide, sans forcément faire de constat d'état précis, sur les autres vitraux qui, en fin de compte, sont des restes des éléments des baies hautes de la nef de Viollet-le-Duc. Voilà, il m'en reste pas beaucoup, hélas, mais on a pu avoir l'inventaire de tout ce qui traînait donc dans ces caisses, et l'on a trouvé également toujours dans ces caisses des éléments, des verres qui ont servi à combler les roses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les roses ont été déposées, les 3 roses, et on a trouvé les verres qui occultaient les baies des verres provisoires,
parce qu'on ne pouvait quand même pas laisser le vent, la pluie entrer. Donc, quand on dépose des baies, on met toujours une protection provisoire. Et donc, on les a retrouvées également. Donc, les caisses étaient toujours dans le même endroit, hein, même type de photo, hein, ça n'a pas changé, avec donc toujours les étiquettes des vitraux, et toujours dans de la paille, et on avait aussi quelques caisses totalement éventrées. Quelques caisses étaient aussi vides. Et donc, tous les vitraux ont été sortis. Voilà, toutes les caisses ont été sorties sur les tribunes, et les panneaux de vitraux ont été mis lorsqu'ils étaient assez solides, donc de manière verticale, sur des planches avec des panneaux de macrolon entre, pour arriver à les maintenir, donc artiste par artiste. Donc, travail très compliqué, car nous étions en conditions plomb, et donc l'atelier était obligé de s'équiper de masques à ventilation assistée. Donc, c'est très compliqué, puisqu'ils ne peuvent travailler que pendant 2 heures. Après, il faut qu'ils aillent se reposer. Donc, opération compliquée, vous allez les voir un peu masqués après. Donc, là, c'est la présentation, c'est les premiers vitraux que l'on m'a présentés sur la tribune. Donc là, vous les voyez, hein, ils sont entièrement en combinaison pour la poussière qui traînait donc dans la cathédrale. Et là, vous voyez donc à plat, c'est toujours le même, dans quel état était ce panneau. Donc, les vitraux ont été mis dans de nouvelles caisses, hein, puisque les caisses en bois étaient intransportables. Elles ont été jetées, la paille aussi. Et vous voyez qu'il y avait des grues pour aider, des petites grues, voilà, pour les mettre dans le camion, que vous voyez ici, les caisses les unes à côté des autres, avant d'être transportées à 3. Donc, travail très éprouvant, mais travail exemplaire, qui nous a permis de passer à l'étape suivante, donc la découverte de ces vitraux, avec une étude complète pour les 8 par la manufacture Vincent Petit. Et comme c'était à Troyes, et que moi j'avais déjà l'habitude de venir à Troyes, et pour certains panneaux, je rencontrais la Cité du Vitrail dans le même atelier, et je leur ai proposé à ce moment-là, ils ont accepté tout de suite, heureusement pour moi, de leur confier en dépôt la restauration, pas la restauration, de leur confier en dépôt ces vitraux. Et après, ils ont dit, on pourrait peut-être faire une exposition sur ces vitraux qui n'avaient jamais été montrés, et d'autant plus qu'en 2018, j'avais fait faire un mémoire de l'école du Louvre, donc par Bérénice Vallet, qui a fait aussi un article dans le catalogue, qui a fait toute la recherche sur l'histoire de ces vitraux pour essayer de rétablir un peu la vérité chronologique, qui était assez complexe à retrouver. Et donc, tout le travail qui est présenté à la Cité du Vitrail actuellement, son travail sert de base très, très importante. Donc, à la manufacture Vincent Petit, on a vu tous les panneaux les uns derrière les autres. Et donc, par artiste, on a une première fiche qui est ici, donc je ne sais pas comment vous la voyez, c'est assez gros, qui répertorie le nombre de panneaux, les altérations globales, donc le nombre de casses, l'état des plombs, mais de manière générale pour un artiste. Et ensuite, nous avons la même fiche avec les mêmes chapitres, mais panneau par panneau, donc petit rectangle par petit rectangle. Tout cela pour nous permettre déjà de savoir dans quel état étaient les panneaux, et pour permettre aussi, après, de lancer un appel d'offres pour leur restauration, avec donc un constat d'état extrêmement précis, parce qu'on pensait bien
ensuite, il était difficile pour l'appel d'offres de ressortir tous les panneaux les uns derrière les autres. Autant on pouvait en montrer quelques-uns, mais vous imaginez, tout ressortir, c'est quand même assez compliqué, et d'autant plus qu'ils étaient fragiles, puisqu'ils avaient je dirais, la même pathologie que les autres, les grisailles non cuites. Donc, par panneau, vous avez à chaque fois, là on est sur les panneaux de couturier, si je ne me trompe pas. Vous avez donc des photos prises selon les différentes lumières. Et la fiche que je vous ai montrée avant correspond à ce panneau où il y a marqué dans quel état sont les plombs, s'il y a des cases. Donc là, vous voyez, heureusement, tous les verres étaient plutôt en bon état. Il y avait une petite casse là pour savoir ce qu'on allait devoir recoller. Voilà, état de surface. Voilà, état des grisailles, type de verre, si c'est des verres, comment ils étaient peints, ou si c'est des verres gravés, des verres à l'acide, les différents types d'altération, la peinture, donc la grisaille, s'il y avait du jaune d'argent d'un côté ou de l'autre, voilà. Et les altérations exogènes, donc la poussière, et on a les photos en face interne et en face externe. Donc, je vous ai remis le même exemple pour un autre artiste, donc avec toujours la même chose, la fiche générale que vous avez ici et la fiche panneau par panneau, et donc avec les photos correspondant à ces différents panneaux. Donc ça, c'est Valentine Rehr. Ensuite, pour chaque fiche, on a aussi des photos des altérations, puisque pareil, pour l'appel d'offres, on ne savait pas comment on allait pouvoir manipuler les panneaux, donc avec la poussière, hein, à la fois en face interne et en face externe, les grisailles non cuites, les dépôts noirs toujours de crasse, les vues au microscope et les premiers essais de nettoyage plutôt satisfaisants. Là, c'est un panneau, c'est un verre qui n'a pas de grisaille. Hein. Tout ça, c'est que de la poussière, de la crasse. Donc, voilà, résultat extrêmement satisfaisant. On se dit, passer de ça à ça change quand même. Et c'est là où on se dit, comme pour le mastier, c'est quand même mieux si on les nettoie entièrement pour avoir la vraie lisibilité de la couleur. Et donc, la méthodologie employée a été exactement la même, avec la pulvérisation de gomme arabique. Et voilà, pour permettre de dessertir, de fixer la grisaille, de dessertir les verres et de les passer au four. Et là aussi, il n'y a eu absolument aucune difficulté, comme pour les autres vitraux, ceux-là, comme le vitrail de Mastier. Pour cela, ça a très très bien fonctionné. Ont été créées aussi des caisses spécifiques pour ces vitraux, puisqu'il n'y avait plus de caisses et on n'allait pas les présenter immédiatement ni les restaurer tout de suite, donc il fallait pouvoir les conserver de manière pérenne. Donc la manufacture Vincent Petit a créé des fly cases comme pour les instruments de musique. Donc sur mesure, ces caisses sont fabriquées dans leur atelier de menuiserie. Donc les panneaux sont mis sur des pans inclinés, ce qui permet qu'ils ne reposent pas sur le poids sur leur propre poids, avec des plaques bakélysées entre chaque panneau, avec des pinces, plutôt des calages en plastazote pour éviter, pareil que quand les petits calages en plastazote, c'est les petites choses que l'on voit là, pour éviter que lorsqu'on roule la caisse, les panneaux bougent. Et donc, avant, nous avions 2 caisses pour un artiste. Là, nous avons 3 caisses par artiste. En fin de compte, une caisse par lancette et une caisse pour la rose. Donc, comme vous le voyez, chaque caisse est repérée avec ce qu'il y a dedans.
Chaque caisse est numérotée avec le nombre, on sait parfaitement ce qu'il y a dedans pour pouvoir se repérer entre les différentes caisses. Et donc avec l'image pour nous aider. Et donc à la fin de cette étude, on a pu avoir par montage photo, en fin de compte, ce que l'on avait comme image de ces vitraux, pareil, image que l'on n'avait plus eu depuis la Seconde Guerre mondiale, et avec des manques, hélas, un peu plus importants, donc chez Valentine Reyre. Et là, comme on a ouvert toutes les caisses et que la cathédrale Notre-Dame a été entièrement fouillée, vidée et tout, ces éléments, je ne les ai pas. Là, c'est sûr. Donc, comme pour le Mastier, on a décidé de les refaire, mais avec petite complexité supplémentaire, c'est que pour certains, nous n'avions que des photos noir et blanc. Donc, je vais vous montrer la restauration de ces vitraux les uns derrière les autres pour le plaisir des yeux. Et là, vous en avez un qui ne fait pas partie de ceux que l'on a retrouvés dans Notre-Dame, donc Jean-Hébert Stevens, qui était en fin de compte resté chez l'héritier, Dominique Bonny, qui par chance avait travaillé à la DRAC Île-de-France, donc il savait parfaitement à qui s'adresser pour savoir quoi faire de son vitrail. Donc on l'a d'abord fait classer au titre des monuments historiques. Et donc, la restauration a été prise en charge puisque le vitrail est déposé à la Cité du Vitrail maintenant aussi pour rejoindre les autres, pour que la collection soit au maximum complète. Et donc, il y a eu un appel d'offres mené par la Cité du Vitrail pour l'exposition. Et les panneaux ont été, les lancettes ont été réparties entre 3 ateliers. Et là, vous avez l'atelier de Vitrail France, donc, et avec Dominique Bonny, donc, qui est juste à côté, qui est là, et qui était très ému car il n'avait jamais vu l'image de ce vitrail en couleur et étalé, puisque même s'il a encore l'atelier où était le vitrail, il n'a pas de table lumineuse. Il n'a plus rien pour exposer le vitrail, puisqu'il ne fait plus du tout de vitrail. Et donc, voilà, il voyait pour la première fois son vitrail exposé sur toute la table lumineuse. Et même moi, quand je l'ai fait classer, j'ai montré que des panneaux. J'ai montré la maquette parce qu'on avait la maquette, mais ça s'est limité à ça. Et donc, toujours même problématique des vitraux. Donc, on avait quand même quelques manques, mais très peu. Et on les a dessertis et on les a fait cuire. Et là, je vous ai mis un exemple aussi de verre marbré parce qu'on a de très, très jolis exemples d'emploi de verre marbré ou de verre plaqué sur les vitraux. Mais surtout du verre marbré qui est très, très beau. Voilà, donc les verres sont dessertis comme pour ce que l'on avait fait avant. Là aussi, il y a pour chaque artiste, on a quand même fait un essai parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais, il peut avoir mis autre chose dans sa grisaille que la normale. Il faut toujours être méfiant quand on fait une restauration. Voilà, donc la rose en restauration, en fin de compte, c'est le panneau du milieu qui avait servi de panneau d'essai et qui était dans le four qui était en train de refroidir quand je suis allée en réunion de chantier. Donc le voilà totalement restauré avec sa remise en plomb globale. Et là aussi, on avait des manques, donc comme la dernière fois, les palettes de verre que l'on possède, et on essaye de restituer donc les éléments manquants par rapport à la photo, donc pour avoir au moins le découpage du verre, sachant que les photos noir et blanc que l'on avait n'étaient quand même pas non plus d'une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire que plus on les agrandit, moins on voit. Donc on a fait au mieux. Mais je pense qu'on ne voit absolument pas les restitutions des bordures lorsqu'on voit le panneau dans
dans sa globalité. Voilà. Ensuite, le Valentine-Rère, donc la seule femme parmi les 12, donc restaurée à Troyes par la manufacture Vincent Petit. Donc toujours le même procédé, hein, je ne vais pas vous le redécrire indéfiniment, mais c'est toujours le même travail de restauration, avec toujours des sertissages, et on fait des essais, et on voit ce qu'il en est, on voit comment ça fonctionne. Donc pareil, quelques détails de ces vitraux. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour Dominique, donc le Hébert Stevens, c'est que la rose était cuite. La rose avait été cuite. On l'a sur un certain nombre de vitraux comme le Chevalier. Les artistes, enfin dont on n'en a que 2 d'artistes, hein, où on a retrouvé les vitraux. Donc 5 conservés à Notre-Dame, 2 artistes qui ont récupéré leurs vitraux que l'on a encore. Et cela, le Chevalier était cuit, parce que je pense qu'il les a cuits après. Et celui de Hébert Stevens, la rose était cuite, parce qu'elle a servi à être présentée dans des expositions, mais enseignements. Et donc pour les manipulations, les maîtres verriers eux-mêmes, même s'ils savaient que leurs vitraux n'iraient jamais à Notre-Dame, avaient cuit leur verrière. Voilà. Mais ceux qui étaient restés à Notre-Dame, rien du tout. Donc pareil, toujours la même philosophie de restauration, nettoyage toujours extrêmement efficace, donc qui permet vraiment de retrouver toute la luminosité du vitrail, toute la couleur des verres. Et là, vous avez dans le four donc de l'atelier de MVPS, vous avez à la fois donc le frottis qui est là, et au fur et à mesure, les pièces donc sont pulvérisées de gomme arabique et sont disposées dans le four selon les mêmes dispositions que le frottis, parce que le frottis, on ne peut pas le laisser dans le four, parce que sinon il va disparaître, et on en a encore besoin. Et donc les pièces sont redisposées exactement pareil pour être cuites. Et après, quand le verre aura refroidi, on les remettra tranquillement sur le frottis pour pouvoir ensuite les retransporter sur un plateau et qu'elles soient dans le même ordre. Et donc après, la remise en plomb du vitrail. Donc André Rinuy. Oui, à chaque fois, je ne vous ai pas redit les sujets, mais vous l'avez dans le numéro de Beaux-Arts. Donc toujours la même chose. Donc c'est là où on voit, après la restauration de ces vitraux, qu'on a vraiment des qualités différentes, et qu'on a vraiment, par les artistes, des interprétations en vitrail tout à fait différentes, et ces vitraux n'allaient pas du tout ensemble. On a des coloris qui sont complètement opposés les uns aux autres. On a des dimensions de pièces qui sont également très très différentes. Là, on voit sur ce vitrail donc que l'on avait. Donc là, c'est le 3e atelier. Hein, donc c'est Muranès qui s'était associé à Claire Babet. Donc Muranès est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Claire Babet est près de Chartres, et la 3e, c'est Elisabeth, dont j'oublie toujours le nom de famille, qui a son atelier, elle, à Troyes. Voilà. Et donc, on s'est aperçu, même après le nettoyage, chose surprenante pour un vitrail, c'est que cette partie est extrêmement sombre et très très opaque, et on l'a très bien vu. Je veux dire, ça fait absolument plus un effet de verre transparent. Et quand on le regarde vraiment contre une vitre, on a l'impression que c'est totalement bouché. Or, c'est quand même pas le rôle d'un vitrail, c'est quand même de laisser passer au moins un minimum de lumière. Donc voilà des détails du Saint-Louis. Et là aussi, on a eu des
des compléments à faire que je vais vous montrer après, donc des détails en cours de nettoyage. Donc on voit le nettoyage, et surtout celui-là, on voit que la grisaille, on voit qu'il y a des manques, hein, là, et il a été décidé, comme les autres vitraux, de ne absolument pas retoucher la grisaille, sauf si elle avait par exemple, dans un visage comme on l'a fait pour le mastier, où là on a refait la grisaille, parce que un visage avec des trous, c'est un peu compliqué à lire. Mais sinon, on a décidé de absolument pas y toucher. Hein, donc, s'il y a eu des reprises, c'est vraiment très, très, très ponctuel et le minimum possible. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce que voulait faire l'artiste. Il nous manque de la grisaille. Est-ce qu'il la voulait très foncée, moyennement foncée? Est-ce que le trait était continu? On n'en sait strictement rien. Donc, je vous dis, on a cristallisé le dernier état connu. Et on avait dans les écoinçons en bas de la baie, il manquait. Et donc là, ça a été un peu plus compliqué à faire que pour les autres, parce que là, on n'avait pas de maquette couleur. Et donc, on l'a fait en fonction de la photo noir et blanc, hein, qui est quand même pas très, très bonne, pour essayer d'avoir déjà la taille des différentes pièces. Et on a essayé aussi, en rapport avec la répartition des couleurs qu'on avait sur le reste de la bordure, quelles couleurs étaient plus les unes à côté des autres. On a, je dirais, rétabli, restitué, j'en suis même pas sûre, on a inventé peut-être un coloris qui n'était pas tout à fait la répartition des couleurs, qui n'était pas forcément le même. Mais en fin de compte, cela passe. Ce que l'on a fait passe très bien, mais on n'a aucune certitude que la répartition des couleurs, et celle-là, on essaye de voir sur le noir et blanc quelle valeur correspond à une autre valeur d'un autre élément. Mais sur du noir et blanc, c'est extrêmement compliqué à faire. Et au niveau de la taille des pièces, au départ, elles avaient fait un rond beaucoup trop gros, et je l'ai fait diminuer pour que cela corresponde un peu plus à l'échelle de toutes les pièces. Voilà, de temps en temps, faut prendre des décisions. Donc, à un moment, on dit, on fait comme ça. Pareil, parce qu'on ne pouvait pas laisser de lacunes. Donc voilà le vitrail totalement refait. Puis comme il manquait les écoinçons qu'à l'un et pas à l'autre, on a essayé de s'inspirer de l'un par rapport à l'autre. Donc le voilà en cours de fini. Et là, si vous le voyez à l'envers, c'est pour la simple et bonne raison, c'est pas qu'on s'est trompé, pas que les restaurateurs, ça avait plus posé les vitraux, mais là, ils ont mis les vergettes. On n'avait plus de vergettes. Donc les vergettes, c'est fait pour consolider les panneaux et pouvoir les manipuler, et que les vitraux, quand ils sont mis en place, ne s'affaissent pas sur eux-mêmes. Et donc, comme les vergettes étaient mises là, on ne pouvait pas le mettre sur l'endroit, puisque sinon, on aurait eu la déformation avec les vergettes. Donc, c'était un peu dangereux. Et pour les remettre en caisse, on enlèvera les vergettes, parce que sinon, ils ne rentrent plus dans les caisses. Le père Marie-Alain Couturier, donc là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de vitraux de lui dans l'exposition. Hein, un petit bout de petits panneaux, voilà. Parce qu'eux ne sont pas encore restaurés. Et là, vous voyez, le problème, c'est que la grisaille, pour lui, c'est beaucoup, beaucoup effacé. Donc, qualité même de mise en œuvre à la base qui n'était pas bonne. Par rapport aux autres où, certes, elle n'était pas cuite, mais les autres, il nous en reste beaucoup. Lui, on voit que sur un certain nombre de personnages, ça a complètement disparu. Et là, on ne fera strictement rien. Je veux dire, c'est tellement général sur toute la baie, on laissera comme ça, on les cuira pour qu'on n'en perde pas plus, hein, pour qu'on n'ait pas un rond totalement d'une seule couleur. Mais on voit que, voilà, si on ne les cuit pas, on continue à en perdre. Donc le voilà encore, et c'est là où on voit que la répartition des couleurs, les formes des morceaux de verre sont très différentes d'un verre à l'autre, d'un vitrail à l'autre. Et voilà, quand je vous disais effacement du visage, celui-là, il ne reste pas grand-chose.
Donc Paul Louzier, donc qui lui, comme il n'est pas présenté, la restauration se terminera à la fin de l'année, qui lui nous pose un petit problème par rapport aux autres. D'abord, il est très dur hein, au niveau dessin, c'est celui qui a les plombs le plus large. Et surtout, il est recouvert, je ne sais pas encore de quoi, puisque le laboratoire de recherche des monuments historiques est venu faire un prélèvement, mais je n'ai pas encore le résultat. Il est recouvert d'une patine, de quelque chose, et ce qu'on ne sait pas si c'est... on veut savoir en quoi elle est pour savoir si c'est une patine voulue par l'artiste et si quelque chose qu'il a passé pour foncer son vitrail. Hein, c'est le seul pour lequel on a ça. Et le problème, c'est que ça nous pose des problèmes pour la cuisson des pièces. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore la solution. J'espère qu'on va la trouver, parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les nettoyer. Mais il va falloir trouver quelque chose, parce que là aussi, la grisaille part. Mais voilà, si on les cuit, la patine risque de disparaître. Donc, c'est un petit peu compliqué pour le moment à savoir ce qu'on va faire. Comme on ne le présentait pas, donc on a repoussé ce que l'on devait faire. Donc j'attends les résultats de l'analyse pour que l'on puisse trouver une solution sur ces vitraux. Voilà, ce sont quand même, d'un avis qui n'est pas que le mien, c'est quand même le moins bien réussi de toute la série. Voilà, que cela soit au niveau du dessin, du choix des couleurs. Hein, vous voyez quand même le visage est quand même une répartition de coloris assez étrange. Hein, l'autre personnage aussi, ils sont plutôt très verts, ceux-là. Ils vont pas très bien. Donc les voilà, et vous voyez que c'est des dessins totalement différents par rapport aux autres, avec des plombs très larges et des dessins en fin de compte très rectilignes. Vous en avez d'autres qui sont, je dirais, tout en rondeur. Celui-là, il est vraiment pas tout en rondeur. Il est vraiment très très dur et très dur à regarder. Donc le voilà, hein, l'autre qui est aussi très vert avec un bandeau sur les yeux noirs, mais vraiment étrange. Hein. J'exagère pas, quand on l'a sous les yeux, on se pose vraiment des questions de rapport de ce qu'a fait l'artiste par rapport à sa connaissance du vitrail. D'ailleurs, on n'en connaît pas beaucoup de lui. Alors je mets quand même si ça n'est pas dans la restauration, sur toutes les conférences que je fais sur le vitrail, ils sont publiés pour la première fois donc, dans le Beaux-Arts. Comme je vous ai dit, on n'a que 7 vitraux, il en manque 5. Donc je vous les repasse parce que voilà, on ne sait jamais si au cours de vos pérégrinations, ça vous inspire, vous les retrouvez. Alors les retrouver installés dans une autre église, c'est un peu difficile parce qu'ils sont quand même très grands, mais on ne sait jamais, on a pu en mettre qu'une partie. Le problème de ces vitraux, c'est que tous les ateliers ont disparu. Donc les descendants ont éparpillé les choses ou les ont jetés, on n'en sait rien du tout, parce que même les spécialistes de certains de ces maîtres verriers ne savent pas du tout voilà ce que ça a pu devenir, puisqu'ils sont venus vers moi en me disant vous les avez pas. Et moi j'ai dit ben non, je pensais que vous alliez me dire des choses pour me donner de l'espoir, et donc jusqu'à présent on les a pas trouvés. Donc voilà, je vous mets à chaque fois donc c'est pour vous montrer, pour certains on n'a que ça. Hein, pour certains où je vous ai dit on n'avait que la photo noir et blanc, on n'a que ça comme photo noir et blanc, qui ont toutes été retrouvées donc, par Bérénice Vallet, qui a fait son mémoire de M1 de l'école du Louvre, et qui pour la première fois a retrouvé la photo de tous les vitraux, parce qu'on en avait certains dans les articles de presse, mais on en avait d'autres, on ne savait absolument pas à quoi ils ressemblaient. Donc elle a retrouvé toutes les photos qui sont conservé par le centre Georges Pompidou, parce qui conserve le fond du photographe qui a fait ces photos. Donc voilà, quand on a restitué des éléments manquants qu'avec des photos noir et blanc, on n'avait que ça. Donc c'est pour ça on est un peu frustré, parce qu'on ne les a pas en couleur. Donc voilà, Barillet, hein, quand même grand créateur de vitraux. En plus, c'est des grands noms à chaque fois que l'on a. Donc, ils ont tout récupéré, mais on a tout perdu.
Ils auraient dû nous les laisser. Ray, un peu moins connu, donc voilà, à chaque fois un saint dans chaque lancette. Le choix de l'iconographie est quand même toujours surprenante pour certains saints, parce que normalement au départ c'était des saints en rapport avec le diocèse de Paris. Après, Sainte-Thérèse de Lisieux n'était pas forcément en rapport avec le diocèse de Paris au départ, mais bon, elle est devenue universelle. Et on a une phrase du credo et une représentation du credo donc dans la lancette. Gaudin, donc pareil, plusieurs générations de maîtres verriers. Voilà, Saint-Hubert et Saint-Odile, voilà, que l'on regrette de ne pas avoir. Et c'est là où moi je regrette d'autant plus que j'ai connu quand même la descendante de Gaudin, Sylvie Gaudin, qui malheureusement est décédée très jeune. Moi, je l'ai eue sur certains de mes chantiers, mais je ne connaissais pas encore tout cela de Notre-Dame de Paris. Après, c'était son mari qui a repris l'atelier. L'atelier a disparu. Et donc, ben voilà, on n'a plus personne à qui poser les questions. Max Ingrand, quand même aussi, hein, pas n'importe qui. Saint-Rémy et Saint-Éloi, voilà, aussi disparu. Gruber aussi, qui a fait beaucoup de vitraux en France, beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et là, vous voyez, autant certaines photos sont bien contrastées, là, vous voyez que celle-là, elle est plutôt surexposée, donc on ne voit pas grand-chose. Voilà, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions sans difficulté, voilà, moi, mon train, il n'est pas encore tout de suite, donc je peux rester encore un petit peu de temps. Bien, merci beaucoup en tout cas Marie-Hélène Didier. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Du coup, je passerai parmi vous, passer le micro. Que vont devenir les vitraux après exposition? C'est très simple, nous allons les remettre en caisse et ils restent à la Cité du Vitrail, puisque moi je n'ai strictement aucun lieu pour les mettre, que la Cité du Vitrail, on a une convention de dépôt avec la Cité du Vitrail. Peut-être qu'un jour, s'il y a un musée de l'œuvre sur Notre-Dame, peut-être qu'on en exposera quelques-uns, en espérant qu'il y ait un musée de l'œuvre, mais sachant qu'à chaque fois, comme je dis toujours, ce qui vient de Notre-Dame, le problème c'est que c'est grand. Et que vous voyez déjà, pour les exposer dans la chapelle à Troyes, en fin de compte, on n'a pu mettre qu'une lancette par baie, parce que les vitraux sont trop grands, on n'a pas la présentation globale, il n'y a qu'à Vendée-Vitrail où par chance ça tient jusqu'à la clé de voûte, mais dans un musée de l'œuvre, il me faut des pièces de 10 mètres de haut. Voilà, donc pour le moment, ils restent à la Cité du Vitrail. Je pense qu'ils vont y rester un certain temps. Et la Cité du Vitrail peut organiser plein d'expositions sur des sujets divers et variés, sur la technique, sur tout ce qu'elle veut, sans problème. Le but est de les montrer au fur et à mesure. Et on espère finir de restaurer les autres, voilà, pour les montrer, je ne sais pas comment. Oui, effectivement, pour compléter un petit peu la réponse de Marie-Hélène Didier, on va donc effectivement les conserver en dépôt à la Cité du Vitrail et dans la mesure du possible en montrer le plus possible, y compris les vitraux qui sont, comme vous l'aurez sans doute compris avec la présentation, encore en cours de restauration. Et ou pour certains, comme par exemple le couturier, Lousier, ou même encore Valentine Reyre, dont on expose seulement une lancette, Sainte-Foy-de-Conques, mais où on pourrait par exemple essayer de rêver à montrer l'entièreté de la verrière. Mais voilà, après, ce sera plus les contraintes techniques finalement qui vont nous limiter que l'envie. Voilà, on peut rêver d'expositions dossiers par artiste aussi, et Valentine Reyre, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'au cours de l'exposition, donc les héritiers, heureusement, ont créé un site qui a permis à la Cité du Vitrail de les retrouver. Et donc,
ils sont pareil en train de continuer à rechercher des documents pour. C'est pour ça qu'on a les cartons. Et voilà, le but, c'est que peut-être la Cité du Vitrail récupère un jour la documentation, comme pour la documentation de Le Chevalier, comme pour la documentation d'Hébert Stevens. Voilà, mais là, il faut persuader les héritiers de déposer au moins tout cela pour que cela soit réuni en un même lieu. Bonjour, je voulais savoir, enfin, c'était des vitraux qui à l'origine étaient à l'exposition de 37. Est-ce que c'est vraiment les mêmes ou est-ce que c'était des interprétations? Ils n'avaient pas été cuits pour l'exposition de 37? Non, c'était exactement les mêmes. Certains avaient été déjà présentés dans la cathédrale avant l'exposition de 37. Il y en avait 3 ou 4 qui avaient été mis en place pour voir ce que cela donnait. Puis ils sont partis à l'exposition de 37 et ensuite on les a tous exposés dans la cathédrale. Non, c'est exactement les mêmes, d'autant plus que les photos sont celles tirées de l'exposition de 37 au mur. Donc en fait, ils ont d'abord été pensés pour la cathédrale et puis mis dans un pavillon et ensuite remis dans la cathédrale. Le début est toujours un peu compliqué parce que ils ont été. En fin de compte, c'est un collectif d'artistes qui s'est assemblé. Les vitraux sont faits pour l'exposition de 37, mais ils ont tout de suite proposé, même avant de les mettre à l'exposition de 37, en disant au ministère, non, c'était pas un ministère à ce moment-là, c'est le secrétariat aux Beaux-Arts, de pouvoir les mettre dans la cathédrale. Donc, et la culture a dit oui. L'idéal serait de les recouper dans un pavillon pseudo 37. Parce qu'on ne va pas les remettre à Notre-Dame. Oui, donc, mais non, ça, on ne va pas les remettre à Notre-Dame. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des barrières qui sont pleines. Mais sachant qu'il en manque. Et que, de toute façon, il y a aussi maintenant celui qui est en Vendée. Je ne l'enlèverai jamais de Vendée. Mais c'est vrai que le rêve, ce serait de pouvoir tous les voir, au moins ceux qu'on a en entier, les uns à côté des autres. Mais il faut de la place. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question par rapport à la lancette de Valentine Reyre qui est exposée ici. Donc, elle est un peu plus courte que les autres. Donc, je voulais savoir si c'est parce que quand l'ouverture à Notre-Dame était plus courte que les autres ou il manque quelque chose. Non, normalement, elle est plus courte. Non, oui, elle est plus courte. Et ben, ils avaient dû la compléter en place. Soit quand ils l'ont exposée dans la cathédrale, ils ont pu laisser un petit panneau de Viollet-le-Duc en dessous, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas les photos en cours de montage. On l'a pour certaines verrières. On voit, par exemple, pour Hébert Stevens, il a retrouvé dans Dominique Bonny, a retrouvé dans ses archives, comme quoi il n'avait pas totalement bien fouillé, des photos de l'installation dans la cathédrale. Ce qui est tout à fait exceptionnel. On a une lancette et on a l'autre. Mais d'autres, on a les photos de très loin dans la cathédrale, où on n'a même pas la photo complète dans la cathédrale. Donc certains ont pu garder un panneau, ou ont pu le compléter avec autre chose dans la cathédrale. Et c'est là où on voit qu'il y avait quand même des erreurs entre les maîtres verriers, puisque la lancette étant plus petite, ça veut dire qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça par rapport à l'échelle des autres. Ouais, ou alors, elle a été faite comme ça pour l'exposition dans le pavillon pontifical, parce qu'en fait, toutes les verrières, en fonction du tiers-point, les visages pouvaient être décalés, et comme ils n'ont pas exposé sur la totalité de la hauteur, elles ne sont pas toutes exposées à la même hauteur. C'est possible, et comme ceux qui nous manquent, on n'a pas il en manque quand même 5 pour lesquels on n'a pas les dimensions. On a les emplacements dans le pavillon pontifical, mais donc on a encore plein d'interrogations que peut-être on ne résoudra jamais. Est-ce que d'autres questions Non. Eh bien, écoutez, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je ne saurais que trop vous inviter à venir voir l'exposition. En complément aussi, il y a ce dont Marie-Hélène Didier évoquait tout à l'heure, la publication d'un numéro hors série Beaux-Arts Magazine.
dans lequel vous pourrez avoir justement un condensé des éléments que Marie-Hélène Didier vous a donnés, mais aussi, aussi toute une recontextualisation de l'affaire. Et puis, voilà, en ce qui concerne nos actualités pour la suite, nous continuons notamment les conférences sur les expositions et sur l'exposition Notre-Dame, avec le 17 octobre une conférence tenue par Martine Soutori autour de la figure justement de Valentine Rehr, qui naît notamment de notre lien assez récent dans le cadre de l'exposition avec l'association de l'œuvre de Valentine Rehr, qui mène un travail de recherche et de diffusion de la figure de Valentine Rehr, qui était une figure extrêmement importante dans les années 1930, qui a participé à fonder l'Arche, à fonder les ateliers d'art sacré, aux côtés de Maurice Denis et de Georges Desvallières. Et alors même que c'est aujourd'hui une figure artistique finalement assez peu connue. Donc voilà, je ne saurais aussi que trop vous inviter à revenir nous voir le 17 octobre.